Bonjour, donc moi je m'appelle David Martin, je suis membre d'une association qui s'appelle Survie et qui travaille notamment en justice sur la complicité de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Et je dois dire que écouter ce qui se dit aujourd'hui à propos de l'affaire Maurice Audin est pour nous d'une actualité, je dirais, quotidienne, puisque tous les murs qui sont évoqués sur l'établissement de la justice et la vérité dans cette affaire, on a l'impression que c'est les murs auxquels on se frotte aujourd'hui, notamment dans l'affaire de Bicêtre. Et donc j'aurais aimé en fait avoir l'avis des intervenants sur le fait qu'aujourd'hui, quand il s'agit de juger en France des génocidaires qui ne sont pas français, on arrive à obtenir des condamnations, puisqu'on a obtenu les premières condamnations en 2018. Mais par contre, quand il s'agit de faire interroger ou de faire juger des responsables civils ou militaires français donc en 2019 dans des affaires où il y a un nombre de faits qui sont assez suspicieux. On se heurte, nous, à quelque chose qui s'appelle le filtre du parquet, donc qui fait qu'en gros, ils instruisent ce qu'ils ont envie d'instruire. Voilà. Et donc, je voudrais avoir l'avis des intervenants sur cette question. Merci beaucoup. Il y avait une question ici. Hubert Roux, ancien appelé en Algérie. Je voudrais savoir si le général de Bollardière a été amnistié pour la peine de forteresse qu'il avait encourue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations pour permettre... Je suis toujours Jean Mendelson, ancien directeur des archives du ministère des Affaires étrangères. Une remarque sur les amnisties équilibrées à droite à gauche. Parce que, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Dans le passé, j'ai l'impression que on amnistie, entre guillemets, la droite les émigrés, ou sans guillemets la gauche les communards, c'est des blocs. Je ne sais pas si on est les premiers à avoir fait ce genre d'amnistie un peu équilibrée, faussement équilibrée et dramatiquement déséquilibrée, mais avec une recherche d'équilibre. J'ai vécu au Chili à une époque où la dictature avait décidé une loi d'amnistie qui était parfaite parce qu'elle amnistiait à la fois des deux côtés, enfin les tortionnaires et les victimes et tortures supposées être des terroristes. Donc ça interdisait toute poursuite. Mais en même temps, les autres, eux, les victimes, qui avaient été entre-temps exilés, n'avaient pas le droit de rentrer pour raison administrative. Donc c'est parfait, les militaires restaient au pouvoir et étaient amnistiés. Les autres aussi, mais n'avaient pas le droit de rentrer chez eux. Donc une amnistie totalement déséquilibrée et extérieurement équilibrée, d'où les drames du Chili après le retour à la démocratie, pour retrouver un bout de justice. Alors je voudrais simplement une simple question d'information. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'amnistie de ce genre recherchant l'équilibre? Merci. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais juste apporter un témoignage. J'étais pas là ce matin. Je suis Samir Zouaou, donc je suis enseignant ici en France. Et je suis, en fait, mon oncle a été enlevé le 2 février 1958 avec 56 personnes. En fait, je suis originaire de la ville c'est une ville qui s'appelle Bodjbaré, sur les hauts plateaux en Algérie. C'est entre Alger, c'est les hauts plateaux, hein, c'est entre Alger et Sétif. Et le 2, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il est, hein, donc on n'a absolument pas la moindre information sur l'endroit où il se trouve. Que ce soit lui, que ce soit les 56 autres personnes qui ont été enlevées avec. Tout ce qu'on sait, c'est que la ville, d'après ce qu'on nous a raconté, la ville a été encerclée, hein, donc dans la nuit du 1er au 2 février 1958, et 56 personnes activistes, hein, tous activistes, de cette ville ont été enlevés, tués, ou je ne sais pas du tout. Toutes nos tentatives pour savoir où est-ce qu'ils sont, au moins, pour qu'on puisse au moins faire le deuil de ce disparu, restent vaines jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc même en essayant de mobiliser un peu les archives à Vincennes, mais en même temps nous sommes un peu perdus parce que nous ne sommes pas aidés, hein. Donc il a fallu que je trouve cette information par hasard, hein, grâce à Fabrice Respucci, pour que je vienne apporter ce témoignage aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. À côté de vous. Ouais. Bonjour, Charles Cuglioli, je suis étudiant en droit. Et j'ai une question sur le droit de la presse et le contournement des limites du droit pénal à travers le droit de la presse après la fin de la guerre d'Algérie.
En fait, si on regarde un des premiers procès en droit de la presse en diffamation, c'est le procès de La Voix du Nord, du comité Audin contre La Voix du Nord. Et dans l'affaire Audin, Pierre Vidal-Naquet parle d'un contournement des lois d'amnistie à travers la diffamation pour utiliser le tribunal comme une tribune pour exprimer la vérité. Et ensuite, moi, en regardant un peu certains articles qui sont sortis, j'ai également vu qu'il y avait une quinzaine de procès qui ont eu lieu à partir de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à très récemment. Le procès, par exemple, de Jean-Pierre Elkabbach contre une association de harkis pour avoir accusé les harkis d'avoir participé à la torture. Et en fait, donc, ma question serait sur le rôle du droit de la presse pour contourner l'amnistie et si vous voyez là une sorte d'activisme. Merci. Si j'ai bien compris, je suis venu que l'après-midi, hein, si j'ai bien compris, c'est que la justice ne passera pas. C'est l'affaire d'hommes, hein, peut-être des gens du parquet qu'il faudrait peut-être aussi poursuivre parfois, parce qu'ils n'ont pas à faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais je voudrais parler de justice aujourd'hui. Il y a des millions de personnes issues de l'immigration, beaucoup d'Algériens, franco-algériens, qui sont parfaitement intégrés. Et vous qui avez un peu de pouvoir, hein, sauf erreur de ma part, pourquoi vous ne poussez pas justement à ce que les gens, entre guillemets, convenables, passent dans les médias? J'ai quelques exemples en tête. Elias Zerouni, directeur Monde, Recherche-Développement de Sanofi Aventis. Un petit exemple aussi, je vais parler de Moulin, Jean Moulin, qui est un petit peu le héros de la résistance, notre héros national, magnifique, qui a fait nommer, désigner un sous-préfet, Chérif Mechri, d'origine algérienne, comme sous-préfet dans sa préfecture à Châteaudun, qui est devenu ensuite préfet, secrétaire général de l'Union française et à la présidence de la République, conseiller spécial Vincent René Coty. Et dans son ouvrage, je l'ai vu dernièrement, Premier combat, c'est des courriers que Jean Moulin a adressés à Laure Moulin, sa sœur, dont elle a fait un tout petit recueil qui s'appelle Premier combat. Page 69, Jean Moulin loue la vaillance de ce shérif Mechri. Il y a des belles histoires comme ça à mettre en avant dans les médias, pour la France, à l'intérêt général, et je ne comprends pas pourquoi il y a une omerta, encore aujourd'hui, alors qu'il y a des millions, une quinzaine de millions, selon l'INED, de franco-algériens qui sont ici en France, dont des blonds aux yeux bleus. Je parle maintenant en tout humu, avec mon cœur, voilà. Merci. Je répondrai bien, plutôt, à la question qui a été posée sur les amnisties miroirs. Et vous dites, finalement, ça fonctionne bien. Ceux qui ont travaillé sur les institutions de clémence, il y a eu notamment des grosses études qui ont été faites par le GIP Droit et Justice, se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas, l'amnistie miroir. Et dans le cas de la guerre d'Algérie, alors ça n'est pas spécialement visé dans cette étude, il y a des études, l'étude porte sur des exemples aussi internationaux, et pas simplement français. L'inconvénient que ça présente, c'est que ça renvoie dos à dos aussi les deux combats. C'est-à-dire qu'on va mettre, par un espèce d'effet d'équivalence, la lutte pour l'indépendance algérienne et la défense de l'Algérie française. Or, est-ce que les deux combats ont la même légitimité? Du point de vue du droit international, certainement pas. La lutte pour l'indépendance est une lutte qui a été reconnue par les Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination. Donc, l'inconvénient de l'amnistie miroir, et c'est d'ailleurs l'effet recherché à travers le processus d'amnistie miroir, c'est de faire croire que les deux combats sont légitimes. On renvoie dos à dos les deux. Et finalement, on empêche par ce renvoi le débat de s'installer. Aussi bien d'ailleurs, et je prends l'exemple de l'Algérie, un débat sur ce qui s'est passé du côté algérien, du FLN, du GPRA, etc., et puis du côté français, sur le débat sur l'attitude de la France et de ses forces de l'ordre, de ses policiers, etc. Donc l'amnistie miroir, elle est, je crois, extrêmement dangereuse. Alors, je n'ai pas l'exemple chilien là, mais ce qui est cité comme amnistie miroir, souvent, c'est l'amnistie qui intervient pour Louis XVI et qui va donc accepter le veto dans la Constitution. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est pas le lieu d'en parler là, mais il y a eu... Bon, les études qui ont été faites là-dessus montrent que c'est pas un bon système pour la raison que je viens de vous indiquer. C'est-à-dire que personne n'y trouve son compte. Et dans le cas de l'Algérie, ni ceux qui ont lutté pour l'indépendance algérienne, ni ceux qui, à un moment donné, ont pensé que finalement l'Algérie française était une solution. Donc ça empêche le débat, ça clôt. C'est pareil.
on renvoie dos à dos comme si c'était la même chose. Voilà, début. Sur le droit de la presse qui a été évoqué, dont vous avez parlé vous-même. Oui, le droit de la presse, c'est ce que j'ai dit de l'affaire Ossarès. Effectivement, ça a été la piste qui a été utilisée, je crois que c'est Henri Leclerc qui l'a fait, pour tourner effectivement l'impossibilité d'agir à cause de l'amnistie. Mais il se trouve que Ossarès lui-même a écrit un livre où il se vantait d'avoir fait des tortures, des exécutions, et dont Audin, et je dis se vante parce qu'effectivement certains en doutent. Donc, effectivement, ça a été la piste qui a été saisie pour apologie de crimes de guerre, que là, on pouvait punir sans être concerné par l'amnistie. Mais alors, effectivement, ça c'est, comme je l'ai dit, retourné contre la France, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a dit non, il faut protéger la liberté d'expression. Mais ce qui est quand même satisfaisant, c'est que le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son mémoire, a dit non, mais effectivement, ce qu'on a fait, c'était pas bien. C'était contraire à l'idée élémentaire de justice. Donc c'est effectivement une piste d'utiliser ce type d'action pour contourner l'amnistie. C'est vrai que ça peut marcher à court terme, en tout cas. C'est une piste. Madame Tedjan. Oui, je voulais juste revenir sur les deux cas que j'avais cités, qui sont des jurisprudences finalement relativement récentes, avec la bonne foi dans l'affaire Le Monde-Baugé contre Le Pen, donc 2005, Cour de cassation, et puis l'autre affaire et qui est très intéressante, de 2014 du Conseil constitutionnel, l'affaire Philippe B, où là on fait tomber, alors pas sans influence extérieure, parce que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'était déjà prononcée en ce sens, en considérant que la France ne pouvait pas avoir ces limitations à l'expression de vérité, pour des faits amnistiés, pour des faits prescrits, pour des faits de plus de 10 ans. Et finalement, le Conseil constitutionnel en prend acte, et aujourd'hui, la disposition, c'est l'article 35C de la loi sur la presse, a disparu. Donc il y a quand même des progrès dans cette recherche de droit et de justice. Merci beaucoup. Je vais arrêter là ce débat puisque l'heure tourne et qu'il y a une autre table ronde ensuite.